Véritable gangrène au processus de développement des pays africains, la corruption est très souvent au cœur des préoccupations des dirigeants. Présente dans tous les secteurs de la vie politique, sociale et économique, lutter contre cette corruption revient en partie à la comprendre préalablement. Une fois la question posée sur la table, il ressort par moments que notre fort contexte culturel y est pour quelque chose. En Afrique, les faits sont implicitement expliqués par la culture. L'ayant bien compris et dans sa dynamique de recherche de solutionnement, l'autorité supérieure de contrôle de l'État et de lutte contre la corruption, en abrégé ASELC, vous propose ce plateau d'échange afin d'en tirer des solutionnements. Ainsi donc, à l'occasion de la Semaine nationale de la culture, où nous y sommes à Bobo-Dioulasso, cet enregistrement se fera avec d'imminentes personnalités pour essayer d'en tirer leçon de leur savoir. Plateau qui va durer 1h30 minutes. Nous vous proposons de revenir sur les causes culturelle qui peut favoriser cette corruption, mais aussi comment est-ce que cette culture peut permettre de lutter contre cette corruption. Mais avant, naturellement, on fera un zoom sur l'ASE, histoire de revenir un peu sur ses missions, objectifs et modes de fonctionnement. Bienvenue à toutes et à tous donc, et merci de nous recevoir chez vous. Un plateau qui va être constitué par l'ASE elle-même, notamment avec M. Ouedraogo Roland, magistrat, conseiller juridique au niveau de l'ASELC. Merci de répondre à notre invitation. Merci, monsieur. Juste à côté de M. Ouedraogo, le professeur Albert Ouedraogo, professeur de littérature africaine, secrétaire général de Racine. Vous avez été également ancien ministre. Merci d'être avec nous, professeur. Je vous en prie. Monsieur Tahirou Barry, également ancien ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Merci à vous également. Merci. Et juste à côté de vous, docteur Sanou Doti Bruno, vous êtes enseignant-chercheur, coordonnateur du Centre africain de recherche pour une pratique culturelle du développement, en abrégé CAD. Merci. Merci à tous les quatre donc d'être venus répondre à nos différentes questions. Question de pédagogie, on a la chance d'avoir des enseignants autour de la table. On va répéter peut-être ce qui est su. Et pour ceux qui ne le savent pas, quelles sont les missions qui sont assignées à l'ASELC? Monsieur Ouedraogo. Merci, monsieur Nana. Bonsoir à tout le monde. Alors, l'opportunité nous est donnée au nom du contrôleur général d'État de pouvoir échanger avec vous donc, à travers ce panel sur les missions de la SELC et bien sûr d'autres éléments qui viendront au fur et à mesure des échanges. Alors, on peut dire que la SELC est l'organe suprême, donc l'organe supérieur en charge de lutte contre la corruption au Burkina Faso, et également donc en charge de la prévention également de la corruption au Burkina Faso. Alors, la SELC a beaucoup d'attributions spécifiques. Donc, on l'a cité tout à l'heure, la prévention. Et je pense que déjà, cet exercice que nous sommes en train de faire ici participe à l'idée de la prévention de la corruption au Burkina Faso. Parce qu'on dit que, comme on le disent les gens, le monde médical, prévenir vaut mieux que guérir. Voilà, donc la prévention, c'est un pas important de la SELC. La lutte contre la corruption et les infractions assimilées également. Dans ce sens, vous avez donc tout un département qui est chargé des enquêtes et des investigations. Voilà, vous avez aussi donc l'aspect déclaration d'intérêt de patrimoine, parce que bien souvent, on peut ne pas avoir cerné la corruption au moment où elle s'est commise, mais peut-être qu'après, l'intéressé ou les mises en cause peuvent réinvestir donc cet argent obtenu à travers la corruption. Donc, à travers la déclaration d'intérêt de patrimoine, cela peut encore permettre, une fois de plus, d'appréhender la corruption. Et vous avez le contrôle administratif interne, d'une manière générale. Donc, le rôle de la SE, c'est vraiment de s'assurer que les services publics de l'État respectent ou mettent en œuvre la réglementation et la législation qui est applicable au Burkina Faso. Donc, grosso modo, c'est ce que je dis déjà donc, des différentes missions de la SELC. Alors, je prends la fin de votre phrase, les services publics de l'État. Très souvent, c'est une question qui revient sur la table. Est-ce que le champ d'action de la SELC est seulement limité aux institutions publiques? Alors, non, je dirais non, parce que quand vous voyez les missions de la SELC, elles s'étendent jusque dans le secteur privé et même dans le domaine de la société civile. Donc, en termes de lutte contre la corruption, effectivement, donc des dossiers relevant du secteur public et privé ou, j'allais de la société civile, peuvent ressortir donc de la compétence de la SELC. Très souvent aussi sur le terrain, ce n'est pas rare de constater que parfois il y a des désaccords. On vous connaît dans la production
production des rapports chaque année. Très souvent, des désaccords, on n'est pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe finalement? Comment on résout ces genres d'écart entre vos productions et puis aussi les concernés? Oui, bon, alors la SE, elle s'est fait d'abord un premier rapport, ce qu'on appelle le rapport provisoire. Voilà, et à l'issue donc d'un rapport, j'allais dire à l'issue d'une opération d'audit ou de contrôle, et ensuite elle soumet le dit rapport à la personne mise en cause ou aux personnes mises en cause afin de provoquer ce qu'on appelle le principe du contradictoire. Donc leur permettre également d'apporter leurs observations à ce qui leur est reproché, afin donc de pouvoir, et lorsque c'est fondé, bien sûr la SE écarte du dossier ces éléments. Mais lorsque les réponses et autres ne nous apparaissent pas fondées, bien sûr, les conclusions donc, des contrôleurs, des auditeurs sont maintenues. Et quoi qu'on dise, à l'issue de la production du rapport, s'il va à la Cour des comptes, les intéressés ont encore la latitude d'aller contester ou d'apporter encore leurs arguments devant le juge de la Cour des comptes par rapport donc, aux conclusions de la SELC. Donc il faut dire que c'est ouvert et le contradictoire fait partie intégrante de la mission de la SELC. Monsieur Ouedraogo, vous le savez, et je m'en voudrais d'ailleurs de ne pas vous poser cette question. Très souvent, on dit que les rapports sont produits, remis à qui de droit, mais il n'y a pas de mesures qui vont avec par la suite. Il n'y a pas de répression, rien n'est fait. Du moins, c'est ce que très souvent on ressent, c'est le ressenti de la population. Oui, c'est un ressenti qui a été longtemps partagé, effectivement. Mais il faut dire que de nos jours, la situation a quand même évolué. Voilà, par rapport aux différents constats, parce que le rapport de la SELC n'est plus destiné uniquement aux autorités gouvernementales, aux autorités ministérielles. Voilà, donc quand la SE finit son audit, s'il y a des infractions à la loi pénale, la SE s'auto-saisit elle-même des infractions à la loi pénale et dresse donc des procès-verbaux d'enquête préliminaire qui sont acheminés vers la justice, notamment donc les procureurs du FASO en charge des pôles économiques et financiers. Alors, lorsqu'il s'agit également de fautes de gestion, et cela aussi depuis quelques années, 2-3 années. Donc, seuls les rapports révèlent des fautes de gestion. Ces rapports également sont transmis au niveau donc, de la Cour des comptes, au procureur général près la Cour des comptes, pour le jugement des fautes de gestion. Et c'est le dernier aspect maintenant dont vous parlez, qui est adressé au niveau des autorités ministérielles, aux autorités gouvernementales pour des différentes mesures. Donc, il faut dire que maintenant, il y a beaucoup de suite quand même qui est accordé, j'allais dire, au rapport de la SELC. Donc ça avance positivement. Ça avance beaucoup. D'accord. Alors justement, vous l'avez dit, hein, et peut-être aussi dans notre introduction, nous en avons fait cas. Justement, cette émission entre dans le cadre de la prévention. Vous l'avez axé sur ces valeurs culturelles. Déjà, pour permettre à nos panélistes de s'exprimer, pourquoi l'avoir orienté ainsi? Alors, le phénomène même de la corruption et du constat de tout un chacun, tout le monde en parle. Mais on trouve qu'on n'en fait pas suffisamment, pour lutter contre. Alors, donc c'est de ce constat que la hiérarchie de la SELC, donc avec les échanges, effectivement, a décidé de participer à cette Semaine nationale de la culture. C'est une première du genre pour la SELC, effectivement, de poser le problème même de la corruption. Pourquoi le Burkinabé, voilà, est enclin à la corruption? Qu'est-ce qui, dans sa culture, voilà, aurait pu favoriser ou pourrait favoriser donc cette corruption? Et aussi, effectivement, une fois le problème posé, vous l'avez rappelé, voir donc quelles sont les pistes de solution, quelles sont les approches qui peuvent aider effectivement à pouvoir lutter contre cette corruption. Comme on l'a dit, la meilleure lutte, c'est d'abord la prévention. Voilà, donc c'est ce constat qui a mené donc la SELC à vouloir s'intéresser beaucoup plus précisément aux aspects culturels afin de pouvoir aussi tirer les leçons afin de parfaire la lutte contre la corruption. D'accord. On est donc plongé dans le vif du sujet, mais on va rester toujours avec vous. Vous, au niveau de l'ASE, comment est-ce que vous définissez la corruption de façon générale et de façon très sommaire? Alors, la corruption, en termes simples, c'est l'usage d'une fonction. Bon, pour ce qui est de la fonction publique, c'est l'usage d'une fonction publique à des fins privées. Vraiment, en termes simples, en une phrase, on peut résumer ça comme ça. L'usage d'une fonction publique, mais à des fins personnelles. Parce que le service public, de par son essence, c'est vraiment ça, délivrer un service public à des usagers, donc aux usagers donc, de l'administration. C'est ça vraiment l'essence du service public. Mais on se rend compte qu'à travers la corruption, on utilise ce service, effectivement, pour se rendre, j'allais dire, service à soi-même, de manière plutôt personnelle. C'est en ça donc qu'on peut parler de corruption, d'infraction de corruption d'une manière générale. Alors, elle se manifeste à travers beaucoup d'éléments en nature,
Donc, parce qu'elle peut être, c'est l'avantage, ce qu'on appelle l'avantage indu, c'est ça la corruption, que l'on accorde à soi-même ou à une autre personne. Voilà, cet avantage peut être patrimonial, c'est-à-dire qu'on peut l'évaluer en argent. L'avantage peut être extra-patrimonial, ça veut dire qu'on peut ne pas pouvoir l'évaluer en argent, mais quand même ça bénéficie soit aux mises en cause, soit à ses proches. Alors, professeur Albert Ouedraogo, vous êtes enseignant, vous savez très bien que les définitions d'une personne ou d'une école à une autre, ça varie. Sur le terrain, vous qui êtes très ancré dans les questions culturelles, comment est-ce que cette manifestation, cette corruption aujourd'hui se manifeste sur le terrain? Je vous remercie de nous associer à cette réflexion et dire que en la matière, mieux vaut tard que jamais, parce que ça fait déjà plusieurs décennies que la corruption fait l'objet d'un combat au Burkina. Et comme je le disais tantôt, il y a une boutade qui fait croire que plus on combat la corruption au Burkina, et plus la corruption a de beaux jours devant elle. C'est tout dire que quelque part, la corruption semble être rentrée dans nos pratiques au quotidien. Parce qu'il y a la petite corruption, il y a la corruption à grande échelle, il y a la corruption au col blanc, il y a la corruption au niveau des politiques, des médias. Donc vraiment, c'est une véritable gangrène de nos sociétés modernes. J'insiste là-dessus, la corruption est une gangrène de la société moderne parce que avant que l'Occident n'ait la rencontre historique avec l'Afrique, je ne crois pas qu'on parle là de corruption. Pour moi, si l'argent est retiré des échanges entre les humains, la corruption s'en est allée. Au cœur de la corruption, il y a l'argent. Et tout le monde sait que l'argent corrompt tout. L'argent est un bon serviteur, mais est un mauvais maître. Malheureusement, quand on parle de corruption, c'est parce que l'argent est devenu un maître qui fait qu'il vous oriente, il vous désoriente, il vous fait perdre votre valeur, il vous fait perdre vos repères. Et c'est ça le problème de nos sociétés aujourd'hui. Professeur, avant peut-être que vous poursuiviez, il a fait cas, ce n'est pas que seulement au niveau de l'argent qu'il y a la corruption, ça peut être aussi sous d'autres formes, comme il l'a dit. Mais je veux dire que l'argent est vraiment le premier référentiel de la corruption, parce que tout peut être converti en argent. Et le plaisir peut s'acheter, le luxe peut s'acheter, les loisirs peuvent s'acheter, les honneurs même peuvent s'acheter, les dignités, les diplômes peuvent s'acheter. Sinon, bon, je sais qu'il y a d'autres formes de corruption qui ne passent pas par l'argent, mais souvent c'est résiduel par rapport à ce que la corruption permet, ce que l'argent permet d'avoir comme acte de corruption. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure avec la colonisation, que cette corruption a pris de l'ampleur. C'est vrai, il n'y avait peut-être pas l'argent dans nos sociétés antérieures, mais il y avait quand même les échanges en nature. Est-ce qu'à cette époque-là, il n'existait pas tout de même des brides de corruption? Je fouille dans ma mémoire et puis je ne sais pas, quand j'ai envie de vous donner, j'ai envie d'échanger ma chèvre contre votre mil ou votre maïs ou votre manioc, ben, je regarde la corruption, elle est où? Parce que c'est d'entente mutuelle que le troc se fait. Et comment est-ce que la corruption peut intervenir? Et j'avoue que j'ai du mal à le percevoir. Et souvent, la corruption passe par des intermédiations. C'est lorsque il y a un intermédiaire qui vient et qui, quelque part, veut faciliter ou bien veut contourner les règles normales pour avoir des passe-droits qu'on parle de corruption. Et ça,
quand on rentre dans des sociétés hiérarchisées et comme chez les Moussés, ben, on les retrouve. On retrouve des intermédiaires qu'il faut quelquefois amadouer. Et c'est là justement où le problème arrive. Il faut souvent amadouer pour pouvoir avoir accès à l'autorité supérieure ou bien voir son dossier prospérer. Donc à ce niveau, on arrive à une forme de compromission. Je ne parle pas encore de corruption, mais on arrive à une forme de compromission où on a tendance à remettre des dons en nature ou en numéraire pour pouvoir faciliter votre démarche. Ça ne s'appelait pas de la corruption, j'avoue, à l'époque, mais avec le regard d'aujourd'hui, quand vous le regardez, il est un élément facilitateur, parce qu'il suffit simplement que ce qui est fait à une petite échelle prenne de l'ampleur et puis on tombe dans la corruption. D'accord. Alors, M. Tahirou Barry, vous avez été ministre donc au plus haut niveau de l'État. Cette corruption, est-ce que vous l'avez côtoyée au quotidien? Et comment est-ce qu'elle se manifeste dans les temps modernes aujourd'hui? Merci, M. Nana. Il faut saluer l'initiative de l'ASE qui contribue activement à prévenir la corruption qui est devenue, pour parler comme le professeur Albert, une véritable gangrène. En réalité, la corruption, si je m'en tiens à l'étude d'une RELAC qui a été effectuée, je pense, en 2016, sur le rôle des valeurs morales et éthiques, il y a une véritable dégénérescence de ces valeurs. Et près de 87% de ceux qui ont été interrogés ont reconnu que la corruption est une réalité. Vous n'avez pas besoin d'être à la tête d'un ministère pour le savoir. C'est une triste réalité, mais il nous appartient en tant que serviteurs de l'État, en tant que citoyens, d'œuvrer pour arrêter cette forme de pillage de nos ressources. Je pense que le plus important, ce n'est pas de dire qu'il y a corruption ou pas. C'est maintenant de voir à quel niveau se trouve la profondeur des racines. Et si nous arrivons à estimer le degré de gravité de ce phénomène, cela va indiquer la nature des moyens qu'il faut déployer pour éradiquer ce phénomène. Il faut des moyens forts. Parce que les arbustes, les mauvais arbustes, on ne les coupe pas, on les déracine. Et aujourd'hui, l'heure est à la réflexion pour trouver des mécanismes appropriés pour éradiquer ce phénomène, parce qu'il est en train de tuer le service public. Or, la mission de l'État, l'essence même de la mission de l'État, c'est de servir le bien commun, c'est d'assurer le service public. Mais si la corruption se manifeste dans toutes les échelles de l'État, c'est la mort du service public et c'est la mort de l'État. C'est une réalité, comme l'a fait cas professeur Albert Ouedraogo, petite corruption, grande corruption. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a certains secteurs qui sont plus touchés que d'autres? Bon, on voit les différents rapports du RENLAC. Je n'ai pas connaissance que dans les différents rapports de l'ASE, il y a le classement. Non, avec l'ASE. Mais je pense que le RENLAC fait régulièrement des classements. C'est ça. Je ne sais pas si c'est avec ma bouche qu'il faut citer les derniers en matière de probité, mais régulièrement quand même, en espérant qu'on ne va pas m'arrêter en circulation. La police est citée, la douane est citée, je pense qu'il y a le système éducatif qui est également cité. Mais il faut reconnaître que
que c'est une gangrène dans toutes les échelles. Et si on essaie de mettre en évidence une forte proportion de ce phénomène dans certaines structures, c'est parce qu'elles sont exposées. Et quand vous prenez la police, ceux qui réglementent la voie, c'est une exposition quotidienne. Vous prenez la douane, qui côtoie les commerçants, les hommes d'affaires, c'est une exposition quotidienne. Donc quand vous n'avez pas des fibres morales solides pour dire non aux tentations, aux propositions indécentes, mais vous allez glisser dans le phénomène. Justement, certains estiment que c'est parce qu'ils sont parfois aux premières échelles qu'on a l'impression que c'est la zone la plus corrompue. Dans le milieu culturel aussi, la corruption existe. Vous qui avez été ministre de la Culture, est-ce que par moment, comment, je veux dire, chez les acteurs culturels, cette corruption-là aussi peut être décelée? Bon, sincèrement, peut-être que j'étais à un autre niveau d'activité. Peut-être ça à une échelle plus basse du département ministériel. Par exemple, pour cette SNC, tel artiste doit prester, on me dit, bon écoute, glisse-moi ça pour que je puisse te mettre sur la liste des artistes. C'est aussi une forme de corruption, non? Bon, sincèrement, pour ne pas mentir, je n'ai pas connu des cas de ce genre qui me sont remontés. D'accord. Mais c'est possible, puisque c'est à des échelles. Il y a des chefs de commission qui essaient de gérer conformément à leurs attributions. Peut-être que c'est à ce niveau que ces genres de situations sont relevées et traitées. D'accord. Mais je crois, le professeur peut me corriger, je pense quand même que le secteur culturel est assez propre. Voilà, le secteur culturel est assez propre parce que c'est le creuset de nos valeurs, c'est le panier qui, disons, c'est le bouclier contre la dégénérescence de nos valeurs. Maintenant, si à ce niveau, on doit s'inquiéter de la présence approfondie de ce phénomène, c'est que vraiment, c'est une alerte qu'il faut sonner très fort. Justement, là, c'est l'a compris. Mais je ne vais pas vous couper. Allez-y. Avec ma petite expérience aussi, allez-y. Il faut reconnaître que la corruption a également gangréné le système politique. Avec ma petite expérience, je pense que dans les rapports du RENLAC, à l'issue d'une élection, les partis les plus corrompus sont les plus victorieux. Alors, plus vous financez, plus vous avez vos résultats qui sont positifs. Donc, on doit véritablement réfléchir, comme je l'ai dit, sur des moyens forts. Parce que comme le poisson pourrit par la tête, si ceux qui sont élus le sont par des moyens dévoyés, il y a une crise de légitimité. Et s'il y a une crise de légitimité, c'est ce qui entraîne tout ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, c'est en même temps la mort du système démocratique et politique. On l'aura noté, je rappelle que c'est un échange à bâton rompu. La parole à qui voudra bien la prendre. Monsieur Douty, vous ne vous êtes pas encore exprimé. Le professeur a dit qu'à partir d'un certain niveau, on peut parler de corruption parce qu'avec l'arrivée du colon, l'argent entre en vigueur. Est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a un lien historique entre l'évolution de cette corruption de notre société d'antan et celle que nous connaissons aujourd'hui? Bien. En définissant le concept de la corruption, bon, moi j'ai dit, c'est plutôt amener quelqu'un à agir contre sa conscience. Amener un projet à ne pas réussir comme on l'avait prévu au départ. Et quand on empêche quelqu'un d'agir contre sa conscience, ça veut dire que sur le plan culturel, même avant la période coloniale, il y avait des formes de corruption par l'argent, par-ci, par-là. Par exemple, je prends le cas de la traite négrière, on dit, si vous ne me dites pas où se trouve ce jeune homme, votre enfant, je vais l'exécuter. Forcément, si on dit, voilà, il sait qu'il est dans tel village, c'est de la corruption. C'est pas plutôt je veux dire, c'est une menace, c'est du chantage. Non, mais il arrive des moments où, si la personne refuse de dire où l'autre se cache, qu'effectivement, devant lui-même,
on égorge son propre enfant. Et ça a existé bien avant la période coloniale. Tout comme aussi, durant la période précoloniale, mais il y a eu, je dirais, de la corruption en demandant peut-être les recettes de tels médicaments, de quelle plante vient tel médicament qui guérit, bon, parce que nous, on en a besoin, voilà, dans notre village. Mais si tu nous dis la recette, bon, voilà, c'est comme on peut te faire, voici ce qu'on peut te faire. Mais ça arrivait aussi, ce n'est pas une question d'argent, mais c'est amener quelqu'un à agir contre sa conscience. Et aujourd'hui, la corruption a pris de l'ampleur parce que de plus en plus, ça je le dis, ça me regarde, que j'ai tort, de plus en plus, on ne forme plus l'être humain sur sa conscience, la psychologie. Dès l'enfance dans nos familles, l'enfant était éduqué à respecter ce que lui dit sa conscience. Mais de moins en moins, vous avez ça. Aujourd'hui, nous avons l'instruction à l'école qui a pris la place même dans nos familles. Combien de personnes peuvent dire « Ah, il ne faut pas voler ». Mais on dit « Ah, toi, tu sais, tu n'es pas comme tout le monde. Hein, toi, ton temps est passé. Notre temps, il faut ceci, il faut cela, etc. » Combien d'enfants, dès qu'ils ont le BPC, papa, il me faut une moto. Ah, si le papa est cultivateur, est-ce qu'il peut acheter la moto? Ah, si l'enfant insiste, peut-être que... Alors, donc, c'est tout un travail psychologique, la conscience, aider l'être humain à respecter ce que sa conscience lui dicte. La conscience, pour les théologiens qui le disent, la conscience, c'est le temple intérieur où l'être humain est en face de Dieu. La vie est faite de choix. Nous sommes sur le plateau ici. Quelqu'un peut me dire, ah non, il ne faut pas dire ça, voici 5 000 francs. Mais ma conscience me dira, il ne faut pas prendre cet argent. Mais je suis libre de faire ce que je veux. Mais si je prends cet argent, cette conscience va me le rappeler jusqu'à ma mort. Tant que je ne l'ai pas remboursé, ou bien tant que je n'ai pas dit que j'ai été corrompu, jusqu'à ma mort, ma conscience va me le reprocher. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la corruption s'est développée parce que les gens ne respectent plus ce que leur conscience leur dit, mais ce qui entraîne aussi beaucoup de crises, notamment au niveau de la santé, les AVC, les cancers, tout ce qui en suit, mais c'est lié à cela. Ta conscience te le rappellera jusqu'à ta mort, tant que tu n'auras pas dit que c'est moi qui ai fait. Même quand vous êtes enfant là, vous avez volé peut-être 25 francs dans le sac de maman. On vient dire qui a pris mon sac et qui a pris mes 25 francs. C'est pas moi, c'est pas moi. Peut-être que c'est la bonne là qu'on va insulter, une innocente. Mais tant que vous n'aurez pas dit que c'est vous qui avez volé cet argent, même à l'âge adulte, même à la vieillesse, tant que vous n'aurez pas dit que c'est moi qui ai volé cet argent-là, voici, votre conscience va vous le rappeler. Une conscience, certainement, mais qui est plus impliquée à l'individu lui-même. Pourtant, lorsque l'action de corruption est posée, les conséquences s'étendent à plusieurs personnes. Et on sait aussi que pour cette conscience-là, ce n'est pas toujours... je ne sais pas, ce n'est pas tout le monde qui l'appréhende comme vous êtes en train de le dire. Est-ce que quelque part aussi, il ne devrait pas avoir des mesures coercitives aussi pour accompagner cette conscience dont vous faites cas? Oui, mais la coercition, c'est une méthode. La punition, celui qui est corrompu, celui qui corrompt, il faut le punir. Mais il faut aller au-delà de ça pour éduquer dès le bas âge les enfants à écouter leur conscience. Mais hier, qu'est-ce que nos parents nous disaient? Un bobo bétadon sur Ovigi. Là, il aurait mis bon. Donc là où tu es arrêté, il faut désherber ça. Il ne faut pas attendre que l'autre vienne le faire pour toi. Mais aujourd'hui, les bailleurs de fonds, même l'État, quand on va dans tel village pour telle sensibilisation, c'est en yé. Tant de dire que c'est yé, je n'ai aucun pouvoir, c'est que tu es condamné. Tu ne peux que accepter la corruption.
votez pour moi, je vais vous construire une école ou bien un dispensaire. C'est déjà la corruption. Alors que vous pouvez construire même vous votre dispensaire. D'accord, Oui. comme je l'ai dit, c'est à bâton rompu. Je vois aussi professeur qui voudrait bien réagir. On va peut-être permettre à M. Barry d'y aller avant de vous donner la parole, professeur, si vous le voulez bien. Allez-y. Comme c'est mon esclave, je vais attirer son attention sur le fait qu'il n'y a de problème de conscience qu'avec des citoyens conscients. On ne pourrait jamais parler d'un problème de conscience face à un inconscient. Mais aujourd'hui, regardez, voler, mentir, corrompre, c'est devenu le principe. Mais il y a certains même qui te disent, toi tu étais là-bas, pourquoi tu n'as pas volé? Pourquoi tu n'as pas volé? Vous semblez en savoir quelque chose? Non, mais c'est une pratique qui s'est généralisée. C'est pourquoi j'ai dit, et j'insiste, le poisson pourrit par la tête. L'exemplarité là, c'est au sommet. Donc, c'est à partir du sommet que des actions sont déployées. Mais naturellement, lorsque le sommet donne l'exemple, parce que la meilleure pédagogie est celle de l'exemple. Vous avez vu, quand le président d'Amiba est venu et qu'il y a eu une explosion des salaires, vous avez vu l'effet que ça a créé. Les gens n'ont pas compris. Mais dès lors que le sommet a multiplié les salaires, et au même moment, vous voulez demander aux citoyens de serrer la ceinture, personne ne va suivre. Donc, j'insiste, le principe de la conscience ne s'applique qu'aux citoyens conscients. Or, la conscience a disparu du fait de la carence en matière éducative, en matière de promotion des valeurs, en matière de sensibilisation, en matière de promotion de la méritocratie. Et tant qu'on ne va pas jouer sur ça, malheureusement, c'est un phénomène qui va s'accentuer. Docteur, on va vous permettre de réagir, mais je préfère que le professeur puisse donner son regard là-dessus avant de vous donner. Vous aurez la parole, excusez-moi. Il veut me chicoter un peu. Allez-y, professeur. Oui, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, Bruno a insisté sur la question de la conscience. Malheureusement, on n'a pas tous la même perception de la conscience. Il y a des gens qui, à la moindre difficulté, au moindre péché, au moindre écart, ont mal à leur âme. Mais il y a des gens qui sont insensibles. Mais ils peuvent vous tuer, mais en riant, et rentrer dormir du sommeil du juste, alors qu'ils viennent de tuer. Sinon, comment expliquez-vous aujourd'hui le djihadisme, où des gens viennent tuer des gens dans les églises, dans les mosquées? Vous pensez qu'ils ont mal à leur conscience? Mais jamais. Donc ça veut dire que ce n'est pas la chose la mieux partagée, la conscience. Parce qu'elle est tributaire, parce que c'est la conscience morale, elle est tributaire de notre éducation. Malheureusement, quand vous regardez l'éducation ces dernières années, ce n'est pas le mérite que l'on valorise. On valorise le fait que vous avez de l'avoir. Quelle que soit la saleté de votre âme, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous avez eu la promotion sociale, c'est le cadet des soucis de la société pour peu que vous ayez de l'argent, que ce soit sonnant et trébuchant. Or, pourquoi des gens s'adonnent facilement à la politique? Il faut se poser la question. Aujourd'hui, la politique, depuis quelques années, la politique est devenue même un métier. Or, on sait que c'est le lieu par excellence où on peut facilement blanchir l'argent et obtenir des passe-droits facilement sans le mériter. Excusez-moi de vous relancer. Comment est-ce qu'on blanchit de l'argent en politique? Mais il suffit de faire des élections. Le fonds des campagnes n'est pas plafonné au Burkina. Vous pouvez recevoir de l'argent sale, fruit du prise d'otages, fruit de la vente de drogue, fruit de la prostitution.
que ce soit des multinationales ou que ce soit des brigands internes. On finance votre campagne, comme l'a dit tantôt Barry, les premiers arrivés, mais sont ceux qui ont mis le plus de milliards dans la cagnotte au Burkina. Mais vous sortez ces milliards-là d'où? Et une fois que vous avez gagné, il faut rembourser avec les intérêts. Et ceux qui vous financent, c'est conditionné. On vous finance pour votre campagne, mais en retour, donnez-nous telle mine. En retour, donnez-nous tel ministère. En retour, nous, on veut ministère des Affaires étrangères. Qu'est-ce que vous faites? Quand la campagne a été émaillée par l'argent de la corruption, la gouvernance sera inondée par la corruption. Et ceux qui seront dans cette gouvernance, quand ces jeux-là pratiquent la corruption, vous ne pouvez pas sévir. Parce que ça a commencé avec ça. Et désormais, corrompre est devenu quelque chose de normal. Et nous l'avons vécu ici au Burkina, où des gens corrompus, qu'on doit aller en mettre en prison, qu'on n'a pas mis, même quand on les a mis en prison, on les a sortis. On va vous permettre de réagir. Vous parlez de conscience. Monsieur Ouedraogo, qui est à l'ASE, LC, ne nous dira pas le contraire. On sait aussi que des faits de corruption, il y a des infrastructures qui s'écroulent, parfois même au péril de la vie des gens. Est-ce qu'en ce moment-là, la conscience avait pris la clé des champs? Ce que je veux dire, il n'y a pas cet homme qui n'écoute pas sa conscience. Il n'y en a pas. Tout geste que vous posez là, contre ce que votre conscience vous dit, vous allez le payer. Vous voyez, ma génération est celle qui a amplifié la corruption au Burkina Faso. Depuis les années 77, nous étions à l'université, on se connaît. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes avec lesquelles j'ai fait la classe, au lycée, tout comme à l'université. Mais il y en a qui me disent, Bruno, vraiment, il y en a qui m'a dit, lui, il ne sait même pas ce qu'il va faire, il veut se débarrasser de tout ce qu'il a acquis comme bien matériel. Il n'a pas moins de 4 voitures. Le matin, tu ne sais même pas quelle voiture tu vas prendre. Bruno, je veux... Docteur, est-ce qu'à ce moment aussi, ça ne remet pas sur la table cette question aussi de la participation citoyenne? Parce que le cas dont vous êtes en train de citer, c'est qu'une personne que vous connaissez, qui a des mots se confesse. Est-ce que vous le dénoncez? Oui, mais est-ce que vous les dénoncez? Parce qu'il y a ça aussi. L'ASE qui prône la dénonciation aussi. Non, il y a le système éducatif. D'accord. Mon rôle, c'est de les amener. Il y en a qui sont psychologiquement marqués. Vous voyez, c'est cela. Vous allez dans certains pays, l'argent est pratiquement banni. Il y a des pays où les ministres vont à vélo à leur bureau. Ce n'est pas l'argent. Mais au Burkina Faso, cela a pris de l'ampleur à un moment donné. Et nous avons éduqué les enfants, voilà, à avoir les moyens. Et nos enfants aujourd'hui qui sont au niveau des affaires de l'État, mais en principe, nous devrions avoir honte. Mais qu'est-ce qui arrive? Mais pourtant, si vous avez les ministres qui ont dirigé le ministère de la Santé, là, menez les entretiens, les recherches. Combien de personnalités aujourd'hui ne tiennent plus? Combien ont demandé à être évacués pour aller être soignés en Europe? Pourquoi? Mais combien de prêtres souffrent à la confession? Telle personne vient se confesser, il dit ce qu'il a fait de mal. J'ai détourné, j'ai tué, etc. Mais après, le prêtre qui fait la confession n'a même pas le droit de dire un seul mot à quelqu'un d'autre. Ça, ce sont des valeurs culturelles. Non, c'est le secret confessionnel. Non, j'en arrive. Mais celui qui vient de se confesser là, lui, soit il pense que ça y est, il s'est confessé, il est pardonné.
Mais après... C'est en cela que je me permets de vous retirer un tout petit peu la parole pour la remettre à la SCLC. Monsieur Barry l'a dit tout à l'heure, le poisson pourri par la tête. On a plein de dossiers. Le professeur a renchéri en disant certains vont en prison, après on les retrouve dehors. Pour finir, on a l'impression qu'on fait même la promotion de cette corruption. Et au niveau de l'ASE, je ne doute pas de votre bonne foi, mais je veux dire, est-ce que ce sont les outils qui ne sont pas suffisants pour vraiment aller au bout? Parce que visiblement, la conscience ne pourra pas résoudre ce problème. Seul, je veux dire. D'accord, merci. Je ne dirais pas que c'est un problème d'outils. Bien au contraire, en termes d'architecture institutionnelle et d'architecture juridique au Burkina Faso, aujourd'hui, au niveau de la SELC, nous avons les outils nécessaires pour lutter contre la corruption. Et il faut dire, comme il l'a dit effectivement, de plus en plus, il y a une montée en puissance de la SELC. Il faut dire que, comme vous l'avez dit, dans un passé récent, les rapports dormaient dans les tiroirs. La SELC maintenant, depuis 2015, avec la réforme, voilà, donc les contrôleurs d'État ont la qualité d'officier de police judiciaire et ils mènent des investigations. Je citerai quelques exemples pour que vous voyez ce que ça donne. Vous avez vu le dossier des hydrocarbures, la contrebande des hydrocarbures. C'est un dossier phare qui a été mené par la SELC. Mais les carburenciers, comme ils l'appelaient dans le jargon, c'est depuis la frontière au Bénin à Koualou, traverser tout le pays pour se retrouver jusqu'à Tougan, chez nos amis Samo. Voilà, donc avec notre opération, effectivement, ça a permis d'arrêter cette contrebande. Et bien sûr, les agents publics qui ont aidé à faciliter cette contrebande aussi, nombreux sont ceux qui ont été arrêtés et condamnés, des fonctionnaires des douanes, des commissaires de police, des commandants de brigade de gendarmerie. Voilà, ceux qui étaient censés faire respecter la loi, qui se sont laissés donc vaincre par la corruption. Voilà. Je citerai aussi l'exemple du dossier du directeur général de la LONABE, que vous avez tous connu. C'est un dossier de la SELC également. Le dossier de l'ex-ministre Vincent Dabelou. Vous avez suivi également, c'est un dossier de la SELC. Le dossier de l'Assemblée nationale, puisqu'on dit qu'on s'attaque qu'aux plus petits. Le dossier de l'Assemblée nationale, il y a eu des députés, des personnels parlementaires, et jusqu'au président de l'Assemblée, l'ex-président de l'Assemblée nationale, qui ont été mis en cause. Donc je veux dire que c'est un processus, c'est une montée en puissance qui est en train donc de se manifester. Et bon, il y a peut-être quelques difficultés encore qui ne nous permettent pas d'aller jusque-là. Et je veux dire aussi que l'objectif du procès pénal aujourd'hui, en matière de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, ce n'est pas tant de mettre la personne en prison, pas forcément cela. Parce que ça ne sert pas de le mettre en prison pour qu'il ressorte jouir de ce qu'il a pu acquérir à travers la corruption. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est ce que nous appelons dans notre jargon, frapper le délinquant à son portefeuille. Il faut le taper à son portefeuille. Comme on a dit, bon, pour certaines personnes, quand vous lui retirez sa chaise, ça lui fait plus mal que si vous l'amenez avec sa chaise en prison. Mais si vous lui retirez la chaise, ça lui fait plus mal. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'aller vers les saisies de patrimoine, les saisies pénales d'une manière générale. Donc, quand on met les différentes investigations maintenant, on essaie donc d'identifier les biens et de les saisir. Bien sûr, avec la création de l'ANAGRAS, c'est une institution qui est chargée de gérer les avoirs saisis et confisqués. Voilà, pour permettre donc à l'État de rentrer dans ses fonds. Donc tout ce qui a été détourné, voilà, ce qui a été volé, pillé, que l'on puisse récupérer ça. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment ça, de capter, d'aller retrouver les biens, les pister, les retrouver, j'allais dire, et maintenant, bien sûr, les saisir pour la collectivité et pour l'État. Donc, il faut dire que l'objectif a un peu changé aujourd'hui. D'accord. C'est sans doute une question qui pend aussi sur les lèvres de nos téléspectateurs. Maintenant, l'ASE a plus de puissance. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas eu ces mesures-là? Est-ce qu'on n'aurait pas parfois le sentiment de se dire, ben, c'est du 2 poids 2 mesures, ceux-là ils ont fait, il n'y a pas eu grand-chose, maintenant ceux-là ils ont fait, et puis bon voilà, on les retrouve derrière les barreaux. C'est juste une question que je pose. Oui, ça se comprend aisément, c'est des reproches que nous avons déjà entendus. On vous demande même pourquoi vous poursuivez un tel et pourquoi pas plutôt un autre. Voilà, alors, d'abord, il faut dire que c'est d'abord une question de droit. Parce que la loi anticorruption n'a été adoptée qu'en 2015. La loi anticorruption, dans la forme que nous la connaissons aujourd'hui, date du 4 mars 2015. De sorte que les infractions, c'est-à-dire que les faits qui n'étaient pas qualifiés d'infractions à la loi pénale, qui ont été commis sous l'empire des anciens textes, ne sont pas poursuivables. Donc, ce n'est devenu, par exemple, si vous prenez le népotisme, le fait d'engager, de donner des avantages aux membres de sa famille, ça c'est le népotisme. Frères, sœurs, voilà, papa, maman, etc. Par exemple, ça, donc, ce fait-là, aujourd'hui, la loi anticorruption permet de le réprimer. Mais si vous allez en 2014,
de tels agissements n'étaient pas. On ne pouvait pas, sous l'angle, en tout cas, de la loi pénale, du droit, pouvoir les réprimer. Donc j'allais dire que quelque part, bon, c'est la chance aussi pour les uns et les autres. Mais ça ne s'explique vraiment pas la législation. On va vous permettre de réagir aussi, hein, mais je voudrais bien, peut-être avant chaque réaction, aussi qu'on se penche sur cette question. Vous avez fait cas du milieu de la politique qui est beaucoup corrompu. Quelque part, alors allons-y dans le vif du sujet. Pourquoi on accepte d'être corrompu? Donc nous sommes en train d'aller vers les causes, parce que si le politicien il arrive avec des billets de banque, mais est-ce que, Dr Douti a parlé de conscience, on peut aussi refuser, non? Pourquoi on ne refuse pas, M. Barry? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Cela repose sur des fibres morales fortes en chacun de nous. L'éducation joue un rôle déterminant. Et quand on parle d'éducation, c'est d'abord la famille. Aujourd'hui, la famille a démissionné de cette noble mission éducatrice des enfants. Qui éduque nos enfants aujourd'hui? C'est la télévision. Oui. Il y a une fois même, après le journal, sur une grande chaîne, je ne vais pas citer le nom, les fameux télénovelas qui sont en train d'être diffusés. Après le journal, qu'est-ce que je vois? Une image impudique. Les enfants étaient là en train de lorgner. J'étais tellement choqué. Instinctivement, j'ai pris la photo de l'image. Bon, j'ai publié sur ma page Facebook. Pour dire, bon, c'est quelle éducation une telle chaîne donne à notre société. Mais c'est la réalité. C'est la télévision qui éduque. C'est les réseaux sociaux qui éduquent. C'est les amis, le copinage qui éduquent. Mais avec ça, on ne peut que récolter une calamité éducationnelle. Je vous permets d'avancer, mais on entend parler de culture aussi ici. Malheureusement, on est dans un système de mondialisation dans lequel les frontières sont ouvertes, même si au niveau national, vous arrivez à faire des restrictions. Tant que vous avez l'ouverture sur l'extérieur, les images impudiques que vous avez vues, ce serait difficile de les proscrire. Mon frère, quelqu'un peut me corriger, mais je ne pense pas que ce libertinage existe dans certains pays, notamment asiatiques. Vous pouvez aller là-bas, faire votre mission, vous allez faire le tour. Ce libertinage n'est pas aussi ouvert comme chez nous. Il y a des restrictions qu'on peut faire. Même sous le régime de Roch, à un certain moment donné, il y a eu des restrictions en termes d'accès à l'Internet. Donc c'est possible. Il ne faut pas se laisser aller à la fatalité en la matière. J'ai dit, il faut des actions fortes. La mauvaise herbe, on ne l'arrache pas, on ne la coupe pas, on la déracine, on l'arrache. C'est ce qu'il faut. Il ne faut pas se laisser aller à la fatalité ou à la démission parce que c'est un phénomène mondial. D'accord. Docteur Douti, il l'a dit à demi-mot. C'est vrai que très souvent, on essaie de trouver les causes de cette corruption dans notre culture, mais on a des pays asiatiques, même arabes, mais qui sont en très bon rang en termes de classement anticorruption dans leur pays. En réalité, nous avons perdu notre histoire. Qui nous sommes aujourd'hui? Quand je parle de conscience, c'est tout ça. Qui nous sommes? Au Burkina Faso, l'une des causes de cette corruption et puis d'autres mots, c'est que l'État est très puissant. Tous ceux qui ont été à l'université, qui ont été à l'école, la plupart, à 90%, ils sont des fonctionnaires d'État. Mais quelque part, beaucoup d'entre nous n'avons plus ce courage de mettre en œuvre, en chantier, ce que notre conscience nous dit. Mais donc forcément, c'est là. Et puis même le système éducatif. Est-ce qu'on connaît l'histoire du Burkina Faso? Est-ce qu'on enseigne l'histoire du Burkina, de l'Afrique, du monde? La vraie histoire. Allez-y en Chine. Jusqu'aujourd'hui, on continue de diffuser sur les masses médias les idées de Confucius, 7 siècles avant la naissance du Christ. Les leçons que donnait Confucius, les enseignements de Confucius à l'époque.
Mais aujourd'hui, c'est important pour la politique. C'est important. Il dit quel type d'homme doit être un politicien. Mais si vous venez dans nos cultures, je prends le cas des bobos, il y a un seul chef chez les bobos, c'est l'esprit d'eau. Les villages sont autonomes, c'est la décentralisation. Mais dans les villages, chez les bobos, vous n'entendez pas chef de village, ça c'est quelque chose qui est dit maintenant du Goutigi, non. On dit Crévo, l'aîné du village. Et cet aîné a des conditions de vie à respecter. Chez moi, au village, le chef du village, le Crévo, le jour où on doit l'installer, ben, il est couché, on le met dans un linceul comme un mort, dans une natte. On fait le tour du village avec lui comme si c'était un mort pour lui dire, à partir du jour où tu es mort en tant qu'homme, tu ressuscites en tant qu'ancêtre. L'ancêtre, c'est le saint. Il n'a pas le droit de tuer quelqu'un que ce soit, même une fourmi qui le pique là, il doit la chasser. Un moustique qui le pique, il doit la chasser, pas tuer. Il ne peut pas lever la main sur son propre enfant. Il doit être un modèle. Mais si nos autorités politiques actuelles s'inspiraient de nos cultures, des différentes cultures du Burkina, pour concevoir un code de conduite, il y a des choses qu'on ne ferait jamais. Qu'on ne ferait jamais. Si tu es une autorité, tu ne dois pas accepter l'argent donné comme ça. Le ministre qui vient pour te saluer, il te salue, il veut prendre des conseils, même si tu donnes l'argent, non, 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 non. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez que c'est toute une... Il faut repenser même le Burkina Faso sur le plan culturel. Reconstituer un Burkina sur sa culture. Aucun peuple dans ce monde n'évolue sans connaître sa culture, son histoire. Et j'aime toujours dire cette pensée de Goethe en 1990, au début de la crise. Goethe a dit aux spécialistes de l'économie politique qu'il se taise, celui qui ne peut pas rendre compte des 4000 ans qui l'ont précédé. Mais en répondant sur les 4000 ans, tu verras les sacrifices consentis par les générations passées pour que notre société soit comme ça aujourd'hui. Le mieux, c'est pour toi de faire mieux. Les Bamans le disent. D'un fa d'un follow ya fa de ye. Au failli ni maya fin que ni matema au cancana de cela. Le père modèle de tout enfant devrait être son père. Ce que tu ne peux pas faire comme bien, si tu ne peux pas aller au-delà, ne reste pas en deçà. D'accord. En même temps aussi, la question de l'éducation apparaît toujours au niveau de ce même père. Professeur Albert Ouedraogo, on semble vanter les valeurs de cette culture qui peut nous aider sans doute à lutter contre cette corruption. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé des actions en faveur de la promotion de cette culture-là. Et pourtant, c'est une corruption qui semble avoir la peau dure. Est-ce que les garants de ces valeurs culturelles, je veux parler des coutumiers et bien d'autres, ont échoué quelque part? Non, pas forcément. Pas forcément, mais il faut dire que nous avons assisté à une inversion des valeurs. Les derniers hier sont les premiers aujourd'hui. Et les premiers aujourd'hui étaient les derniers hier. Le fait colonial est venu bouleverser la société à telle enseigne que même dans l'éducation des enfants, on est parvenu au fait que, par exemple, les enfants des rois, les enfants des princes ont refusé l'école. Et souvent, c'est les enfants des palefréniers, les enfants des esclaves, entre griffes, qui ont fait l'école et qui se retrouvaient aux indépendances, aux affaires. Ils peuvent avoir la connaissance, tout ça, mais toute l'éthique, toute la sensibilité, toute la noblesse de la gouvernance, ils ne la possèdent pas. Ça, c'est un. De deux, il y a que, quand je parlais tantôt de l'histoire de l'argent, il faut qu'on se comprenne. Je ne veux pas dire
qu'il faut faire la promotion du misérabilisme. Je suis pour que on recherche de l'argent, on se fasse de l'argent, mais de façon saine et de façon transparente. L'argent doit s'acquérir au prix de l'effort et au prix d'une probité, mais non pas par des passe-droits. Et c'est ça qui fait que quand l'argent que vous obtenez se fait au détriment du bonheur, au détriment de la santé, au détriment du bien-être d'un autre, mais c'est ça qui est mal. Or, la corruption, vous devenez riche quand d'autres sont faim. Justement, cette culture-là fait la promotion des bonnes mœurs, comme vous le dites. Comment est-ce que cette même culture peut nous amener, j'allais dire, à cette recherche acharnée d'argent au prix de tout? Comment est-ce que cette culture-là entre en jeu? Je dis, notre société a connu une vraie fracture. Et cette fracture a fait que ce que les Blancs sont venus nous proposer, c'est la société de l'avoir et non plus la société de l'être. C'est la société de l'avoir, c'est la société du clinquant, c'est la société du m'as-tu vu. Mais c'est ça qui nous éblouit, c'est ça qui nous fascine et c'est ça qui nous saoule. Et c'est ça aujourd'hui notre drogue. Nous courons vers ça. Or, quand vous retournez aux fondamentaux des sociétés traditionnelles, je vous demande simplement d'aller voir les chefs de terre. Venez avec toutes vos richesses que vous voulez. Vous voulez lui donner la preuve. Quand lui est venu avec sa mobilette, son papa n'a pas dit qu'il ne veut pas voir ça. Parce que quelque part, il y a des valeurs de la société de la terre. Et cette société de la terre veut avoir de la traçabilité. Ton argent, comment tu as fait pour l'avoir? C'est ça qui donne la valeur à ton argent et non pas la quantité de ton argent. Ça n'éblouit pas ceux qui sont dans les valeurs traditionnelles. Aujourd'hui, on n'est plus dans la promotion de ces valeurs traditionnelles. Entre quelqu'un qui est riche sur le plan culturel, sur le plan moral, sur le plan éthique, et qui est pauvre sur le plan financier, si vous les posez côte à côte, 80% des Burkinabés vont rechercher celui qui a de l'argent plein les poches et non pas celui qui est riche en morale, en éthique, en valeur. Justement, je vais vous permettre d'avancer. Je relance encore ma question. Quand vous parlez de ces personnes qui sont garants de ces valeurs culturelles-là, M. Barry l'a dit à demi-mot, ce sont peut-être ces mêmes personnes qui vous disent pourquoi quand tu étais là-bas, tu t'es pas fait mouiller la barbe. Et bien sûr, on nous a tous fait ce reproche. Nous a tous fait ce reproche. Pourtant, on nous l'a même dit, si tu ne le fais pas, c'est ton successeur qui va venir, qui va le faire. Pourtant, tu dis, mais pourquoi pas? Pourtant, cette personne-là est censée être une personne ressource en matière de défense de ses valeurs culturelles. Non. Par exemple, quand vous êtes aux affaires, ceux qui vous approchent le plus, ce n'est pas ceux qui sont dans les fondamentaux de la culture traditionnelle. D'accord. C'est souvent les opérateurs économiques qui ne recherchent que ce qu'eux peuvent gagner. Et il y a un point sur lequel on n'a pas suffisamment débattu, c'est la place de l'État. Quelle est la perception que nous avons de l'État? La plupart du temps, on dit, l'État c'est qui? L'État c'est un éléphant, il faut venir à ton couteau, coupe le morceau que tu peux, et puis... Donc, nous sommes dans une société de prédation. Nous ne voyons pas l'État comme une maman nourricière, mais nous voyons comme un gibier à abattre et chacun va mettre dans sa gibecière. Mais à la fin, on oublie qu'à la fin, si l'éléphant meurt, c'est nous tous qui mourrons. Donc c'est la conscience de l'État qui n'est pas encore non plus suffisamment ancrée dans notre cerveau. Et il faut que nous quittons de nos espaces tribaux pour aller vers cet État du Burkina qui est la mer commune. Et la richesse de cette mer-là, c'est notre richesse à tous. Et ne pas considérer que l'État, c'est une affaire du colon. Il est venu avec
ce que tu peux voler là-bas, c'est bon pour toi. Et donc, malheureusement, on a hérité cela de la colonisation. D'accord. On a beaucoup à dire, c'est sûr, mais il y a la contrainte. Je vais juste vous accorder 30 secondes pour réagir. Allez-y. Allez-y. Mais quand il a parlé de l'influence du blanc, en réalité, il faut remonter durant la période coloniale, voir les politiques coloniales. La France a appliqué l'assimilation avec un régime de l'indigénat très sévère. Mais vous allez au Ghana, dans les pays anglo-saxons, dans les anciennes colonies britanniques, la Grande-Bretagne a laissé les indigènes dans leur culture. Elle n'a pas touché à leur culture. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les pays anglo-saxons, les gens entreprennent. Vous allez au Ghana, mais combien de jeunes étudiants, ils se débrouillent pour payer même pratiquement leur propre scolarité. Ils font des travaux pendant les congés, les vacances. Et quand un étudiant soutient sa thèse en médecine, docteur, avec mention, il vient dans son village, là-bas, il vient ouvrir sa clinique privée. Il n'a pas besoin de l'argent de l'État. Et il ne va pas détourner cet argent. Mais dans les pays francophones, c'est je ne dirais même pas la centralisation, c'est la concentration du pouvoir entre les mains du gouvernement. Ce qui fait que, les gens sont égarés aujourd'hui. Donc, il faut repenser le système étatique dans les anciennes colonies françaises. Il faut le repenser aujourd'hui. Mais nos textes, les textes qui gèrent aujourd'hui le Burkina Faso administrativement, sont des textes coloniaux. Ce sont des textes coloniaux. Mais est-ce qu'on peut parler d'indépendance dans ce cas-là? Mais le contexte est tel que n'importe qui peut être soumis à la corruption. Mais je vous le dis, même les OSC là, c'est la corruption. Mais je vais prendre un cas qui m'est arrivé. Si vous me très rapidement au bureau. Une fois, j'ai reçu une mission qui est venue de Ouagadougou. Il y avait une Européenne dans la mission. Ils sont venus, ils ont parlé de leur projet, etc. Mais quand l'Européenne m'a dit, en tout cas, l'Union européenne a décidé de donner priorité au financement des projets qui vont promouvoir l'homosexualité. Il dit, madame, c'est fini. La réunion est finie. Non, monsieur, non, j'ai dit, sortez de mon bureau. Chez moi, on ne parle pas d'homosexualité ici. Mais combien de personnes ont reçu, combien d'OSC ont reçu de l'argent en ce sens? Mais c'est un mal. Justement, on va prendre la dernière partie du temps qui nous reste pour essayer de voir ensemble comment est-ce que ces valeurs culturelles dont nous faisons la promotion peuvent contribuer à lutter véritablement contre cette corruption qui, comme vous-même l'avez dit, est une véritable gangrène pour notre développement. Je pense que dans notre pays, il ne faut pas désespérer. En 2017, quand j'étais à la tête du département de la culture, nous avons initié une étude pour recenser les valeurs culturelles de référence dans l'ensemble des régions du Burkina Faso. Et parmi les éléments qui ont été recensés, la question de l'intégrité et de l'honnêteté est revenue dans toutes les entités régionales. Quand vous regardez, après le coup d'État de 2022, lorsque la charte a été adoptée, il y a une charte des valeurs qui a également été adoptée. Et cette charte des valeurs a mis en première ligne des valeurs d'intégrité, le sens du service public, de probité, d'honnêteté. Donc ça veut dire que nous avons des instruments. Maintenant, ce qui manque, c'est le travail d'appropriation de ces valeurs. Ça, il faut un travail acharné. Parce que pour que les citoyens prennent conscience du caractère obligatoire d'une norme morale, sans même sanction,
Pour que cela soit intériorisé, pour parler comme mon esclave, dans la conscience, il faut du travail, il faut de la répétition, il faut de la pédagogie. Donc souvent même, ça s'inscrit dans la durée. Et cela interpelle tous les acteurs de l'État. Ce n'est pas seulement vous les journalistes, ce n'est pas la chefferie coutumière, ce n'est pas la chefferie religieuse seulement, ce n'est pas l'État, c'est tous les acteurs, l'école, la famille, la presse, les partis politiques, les OSC, les acteurs religieux, culturels. Donc c'est cette dynamique qui doit être créée, coordonnée et portée par l'État. Je pense que c'est à ce prix qu'on peut trouver les solutions. Mais faut-il aussi que ces dirigeants de l'État arrivent par des moyens réguliers au sommet. Mais si tu passes par des moyens dévoyés, corrompus, aller acheter des consciences, exploiter la misère des populations, mais c'est ce qui se passe. On va dans les villages, on exploite la misère des populations, on exploite, et ça, permettez-moi quand même de mettre en griffe l'analphabétisme de certains. Mais le professeur Laurent Badot a dit, c'est pas parce qu'on est analphabète qu'on est bête. Donc, par moment, il y a des analphabètes qui ne comprennent pas les enjeux. Et ils se disent, ah, celui-là est venu, il m'a donné à manger, il m'a donné 2000 francs, il doit être vraiment mon frère. C'est que vraiment, s'il a fait ça, c'est qu'il m'aime. Donc, naturellement, je vais lui faire confiance en le votant. Donc, au sommet, il faudrait que par des moyens réguliers, légitimes, que les dirigeants soient portés à la tête et que maintenant, à ce niveau, que des actions soient déployées avec une coordination, une dynamique et dans une certaine durée, je pense que les résultats vont porter. Vous parlez de stratégie, vous parlez d'action, ça va parfois nécessiter un sacrifice des sacerdoces. Vous avez pris le cas de certains pays asiatiques. Docteur Douti a renchéri pour dire qu'il y a eu du sacrifice. Si vous ne pouvez pas raconter, si vous savez comment, est-ce qu'aujourd'hui, particulièrement le Burkinabé, il est prêt à consentir à ce sacrifice? Moi, je pense sincèrement que le citoyen burkinabé a une certaine grandeur d'âme. Mais c'est l'influence extérieure qui vient perturber le processus de l'éducation. Parce que il y a peut-être eu un travail de base qui a été fait au niveau de la famille. Le système éducatif burkinabé, notamment à travers l'école, si ma mémoire est bonne, il y a toujours l'instruction civique qui est là. Maintenant, l'enfant en grandissant est soumis au choc extérieur, avec tout ce qu'il y a comme complexe dans la tête, avec tout ce qu'il y a comme transformation. Le professeur Albert Ouedraogo l'a dit, il y a une certaine fascination de tout ce qui vient de l'extérieur. Donc l'enfant en grandissant, il a tendance à penser que ce qui vient de l'extérieur est mieux. Il faut par tout moyen que je puisse acquérir ce qui est présenté comme de la valeur. Et conséquence, je commence à douter. Comme on le dit, pour dominer un peuple, il faut le faire douter de sa culture. Et c'est ce qui se passe. Donc, il faut vraiment une véritable dynamique, un travail approfondi. Et c'est à ce prix qu'on peut réussir ce challenge. Professeur Albert Ouedraogo, de ce qui ressort, incontestablement, on est tous d'accord que cette culture peut contribuer énormément à la lutte contre la corruption. Pourtant, je parle sous votre contrôle, plusieurs luttes ont été faites. On a fait la promotion de cette culture pour lutter contre la corruption, mais le phénomène perdure. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour que cette culture puisse contribuer à lutter véritablement contre cette corruption? Pour ma part, je crois qu'il y a un amalgame ou une confusion qui a longtemps milité en défaveur de la lutte contre la corruption. C'est la culture du don et du contre-don. La culture du cadeau. Vous savez, ça fait partie de notre patrimoine. Ça fait partie de notre ADN. Que lorsque je suis en parenté, je suis en amitié, je suis en relation sincère avec autrui, que je lui fasse des dons.
et qu'en contrepartie, il me fasse des contre-dons. C'est comme ça que nous avons appris à construire nos sociétés africaines. Mais maintenant, comment faire en sorte que nous établissions une frontière entre le don et le contre-don vis-à-vis de ce qu'on appelle corruption? Parce que si cette frontière n'est pas bien définie, nous sapons nous-mêmes les bases de notre vivre ensemble. Dans la tradition, l'un des meilleurs dons qu'on faisait au monde, c'est de donner sa fille. Il n'y avait pas plus don que ça. Parce que c'est un don qui se multiplie à perpétuité. Si vous donnez de l'argent, l'argent finit. Si vous donnez des animaux, les animaux peuvent mourir. Mais si vous donnez une fille ou donnez une femme, ça se reproduit et la parenté, c'est éternel. Et c'est pourquoi les parents en étaient arrivés jusque-là. Et quand on dit le don des femmes, c'est très mauvais. Mais on n'a pas analysé aussi ce qui est en bas. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas jeter l'eau du bain. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il ne faut pas prendre toutes les valeurs occidentales pour balayer d'un revers de main nos propres valeurs. Il nous appartient de prendre nos propres lunettes, de regarder nos valeurs, de les décortiquer et d'en saisir ce qui est quintessent. Et j'estime que nous devrions faire ce travail-là. On ne l'a pas encore suffisamment fait, de trier le don, le contre-don de la corruption. Parce que tout ne doit pas aller dans le même panier. Sinon, nous allons rompre la manière dont nous avons construit notre vécu ensemble avec les parents, avec la famille, avec la belle famille. Et ça, c'est très important dans la vie. Pour moi, cette lutte contre la corruption, elle peut réussir pour peu que, il a dit, la tête donne le tempo. Est-ce que le Burkinabé aussi n'est pas trop à l'aise dans ce confort de l'Occident dont vous faites cas pour changer radicalement de comportement? Le Burkinabé est à l'aise dans ça, c'est aucun problème. Mais je vous étais très jeune. Sinon, je vous invite aux années 84, 85, 86, donner de l'argent à un policier pour voir s'il va prendre, s'il ne va pas aller vous dénoncer au CDR, tenter de corrompre un gendarme. Mais c'était devenu un réflexe. En 4 ans, la corruption avait quitté les grands carrefours. Même les sentiers, même la corruption avait commencé à courir. Pourquoi c'est revenu? Parce que c'est ceux-là même, comme il a dit Bruno, qui ont combattu la soi-disant corruption de leurs aînés, qui sont devenus les maîtres de la corruption post-révolutionnaire et qui sont devenus les milliardaires d'aujourd'hui. Si ça marchait à cette époque dont vous faites cas, est-ce qu'il n'y a, c'est pas aussi parce qu'il y avait la répression? Justement, est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à... Le Burkinabé, c'est la tortue. Je regrette de le dire, le Burkinabé, c'est la tortue. Ça fonctionne avec le feu à l'arrière-train. Si vous voulez que le Burkinabé avance avec la carotte, je vous souhaite du plaisir. D'accord. Alors, Docteur Doucty, on est à la phase des propositions de solutionnement. Justement, comment on tire profit, meilleure partie de cette culture pour justement en faire un outil de combat de cette corruption? En parenthèse, hein, vous voyez, quand Albert parle de dons, de contre-dons, etc., dans le temps, dans ma culture, quand quelqu'un avait fait des mauvaises récoltes, ce n'est pas en plein jour qu'on venait lui donner de quoi manger. En tout cas, dans ma culture, j'ai connu ça quand j'étais enfant aussi. Mais souvent, c'est entre 2h et 4h du matin, ou bien même 3h du matin, que quelqu'un vient déposer un panier de mil devant la porte. Quand le vieux de la famille se réveille, il trouve un panier de mil devant sa porte. Il le fait rentrer dans la discussion aussi. Et tôt le matin, vers 5h du matin, il va
chez les Crévois, le chef de village, pour dire de remercier les ancêtres et aussi le village, parce que j'ai trouvé un panier de 1000 devant ma porte. Aujourd'hui, quand on doit aider les nécessiteux, la caméra, la télévision, j'ai donné tant de... Non seulement on les humilie, mais quand vous faites ce genre de dons aussi, souvent, c'est la corruption. Donc, c'est toute une école qu'il faut. Et moi, j'ai dit, la première école pour tout enfant, c'est sa famille. La famille doit retrouver sa place de société primordiale et donc responsabilisée dans l'éducation des enfants. Et en dehors de cela, il faut le dire, nos mémoires collectives sont importantes. Vous êtes de telle famille, vous êtes de tel village, de tel clan. Mais essayez de participer à différents rites dans la famille. C'est là où vous recevez souvent des informations solides pour votre éducation. Est-ce que justement, ce n'est pas tout là le problème? Parce que lui, il le disait presque à demi-mot, cette même famille qui est censée faire la promotion de ces valeurs-là est elle-même éduquée par des masses médias de l'extérieur qui ne connaissent même pas. Non, quand je parle de famille, je ne parle pas de foyer. D'accord. Dans ma tradition, ceux qui étaient responsables de l'éducation des garçons, ce sont les oncles maternels. Hein. Okay. Ce sont les tantes maternelles qui éduquaient les filles. C'est la grande famille qui éduque. Mais quand votre oncle maternel ou bien votre tante maternelle vous dit tel comportement est mauvais, il ne faut pas le faire, Et puis notre société aussi est marquée par ce qu'on appelle la laïcité. Les gens ne croient plus. Moi, je le redis. Mais si vous êtes orphelin de père et de mère, là, faites attention aux gestes que vous posez. Nos parents défunts, là, ils sont en rapport avec nous. Mais il ne faut pas que vos parents qui sont de l'autre côté disent « c'est notre fils qui fait ça, donc tu es maudit à jamais ». Faites de telle sorte qu'ils disent « ah, tu es digne de nous ». En ce moment, tu es heureux. Les parents le disent aussi, hein, l'enfant béni va souffrir, mais il n'aura jamais honte. Mais si, est-ce que notre communauté, notre société burkinabé aujourd'hui, nos sociétés burkinabées ont encore la foi? Donc l'éducation aux valeurs nécessite qu'on connaisse la longue durée passée, l'antériorité passée. Les mémoires collectives sont des paniers trésors où on va tirer des informations de l'esprit et c'est pour construire le présent. Être digne, je l'ai déjà dit tantôt à la Chambre de commerce, je le répète ici encore. Tous ceux qui ont travaillé à transformer qualitativement le monde sont morts dans la pauvreté matérielle, mais ils sont devenus des saints. Nous portons leurs prénoms aujourd'hui là. Les noms traditionnels qu'on nous donne là, ça a une signification. Si tu es bien éduqué, tu feras tout pour que ce nom-là, tu ne le bannisses pas. Mais notre école aujourd'hui est marquée par l'instruction, qui est orientée vers l'avoir et le pouvoir. Or, l'éducation vous amène à l'humilité, à être un homme de foi, c'est-à-dire un homme qui est capable de sacrifier sa vie, de se consacrer pour la transformation qualitative de sa société. Mais si vous n'avez pas ça, il faut repartir à zéro. Nous sommes dans le système français. L'éducation française jusqu'aujourd'hui. Il faut travailler à remplacer cela par des curricula vraiment qui créent des personnes dignes. Et ça, c'est depuis l'enfance. Qu'on dit aux enfants, il ne faut pas voler. En reprenant encore sur mon enfance, quand j'étais enfant, mais si vous ramassez 25 francs ou 10 francs en venant de l'école, il faut remettre ça au papa ou à la maman. D'accord. Et elle va garder ça pendant une semaine pour voir si quelqu'un ne va pas venir dire « Ah, mon fils a volé son argent. » Ou bien « Ah, moi j'ai perdu tant de francs. » « Ah, tu as perdu 25 francs? Ah,
mon fils a ramassé 25 francs en revenant de l'école, et c'est pas pour toi. Mais c'est toute une éducation. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voler, voilà, bravo, c'est l'argent. Hein, tu as construit un bâtiment en étage. Ah, mais est-ce que ce bâtiment construit là, toi-même qui es parent là, et tu vas pouvoir dormir? Ta conscience te gronde. C'est noté, docteur Doti. Monsieur Ouedraogo, peut-être c'est en tant que magistrat que je vais vous arracher un mot sur la question. Toutes les propositions qu'ils font nécessitent que l'on ait un cadre juridique qui parfois peut à certaines de nos libertés, si vous permettez, entre griffes. Est-ce qu'on peut espérer y aller et y arriver? Alors, à mon sens, la réponse est positive. Déjà, vous voyez la loi sur la méritocratie qui a été adoptée dernièrement. Vous voyez que c'est une loi qui promeut, j'allais dire, les valeurs. Donc, le plus méritant devrait être récompensé. Voilà. Mais je vous assure que malgré l'adoption de cette loi, la SE est encore contrainte d'écrire à beaucoup d'administrations pour demander souvent de retirer des décorations à des gens qui ont été condamnés. La SE fait des courriers pour demander d'annuler des nominations de personnes qui ont été condamnées par la justice, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, donc ça veut dire que le travail est profond. Alors la loi est là, effectivement, il faut peut-être la vulgariser pour qu'il y ait beaucoup plus de sensibilisation, effectivement. Mais comme ils l'ont tous relevé, il faut que l'exemple vienne d'en haut. Voilà, il faut que l'exemple vienne d'en haut et qu'on ne puisse pas promouvoir ou nommer à des postes de l'administration des gens, par exemple, qui ont été déjà condamnés, voilà, donc pour corruption. Il faut qu'on en arrive à ce niveau. Lorsqu'on est déjà condamné pour corruption, on ne devrait plus vous retrouver. Et c'est là, peut-être, à mon sens, que la leçon pourra passer. Parce qu'on se dit que celui-là, il a été condamné pour corruption. Par exemple, vous êtes banni pour 10 ans, pour 15 ans, de toute nomination dans l'administration, par exemple. Voilà, ça va permettre, en termes de législation, peut-être qu'il faut revoir la législation encore, pour que ça puisse accompagner le mouvement dont il parle. Justement, vous parlez de législation. Si vous pouvez écrire, c'est parce qu'il y a une loi qui vous permet de l'écrire. Toutes les propositions qu'ils font, peut-être nécessitent que le législateur aussi tienne compte de cela et peut-être l'intègre. Oui, je suis absolument d'accord avec vous. Effectivement, je suis absolument d'accord avec vous. Donc, c'est un débat qui doit être mené à plusieurs niveaux. Bon, nous sommes une force de proposition. Donc, voilà, donc, dans ce sens. Et bien sûr, il y a des décideurs qui sont aussi, selon la chaîne des attributions, et des décideurs qui sont les effectivement pour adopter ces lois également. D'accord. Un peu moins de 5 minutes avant la fin de ce rendez-vous, ça passe tellement vite, mais il faut qu'on y aille. C'est ça aussi le principe des règles. Si on n'arrive pas à les respecter sur un plateau, ce serait difficile, même avec le législateur, de pouvoir les respecter. Souffrez donc que nous puissions y avancer. Je m'en voudrais tout de même de vous laisser partir, quitter ce plateau, sans vous arracher un mot de fin. Ainsi donc, on va se prester à cet exercice d'avoir chacun 1 minute pour dire un mot de fin. Peut-être qu'on va commencer par ma gauche. Monsieur Barry. Ok. Je voudrais que, au sommet, on puisse prendre très au sérieux la problématique de la corruption qui est en train, comme je l'avais dit au début de l'émission, de tuer le service public. Et quand il n'y a pas de service public dans un État en voie de développement, je pense que ce sont les populations qui seront sacrifiées. L'histoire nous a enseigné que des grands chefs d'État dans ce pays ont montré l'exemple. Je peux me permettre de citer Lamizana. Je peux me permettre de citer Cézerbo. Je peux citer Thomas Sankara. Il y a des exemples. Ça veut dire que rien n'est impossible. Il y a des pays qui ont réussi. Quand je prends le cas du Rwanda. Donc, on peut, avec la rage, avec le courage, avec la détermination, avec une certaine vision, réussir à changer les comportements individuels et collectifs. Faire en sorte que la corruption ne soit pas un mode de vie, mais une grosse infraction qui va être traitée avec la grosse efficacité. Merci beaucoup, Monsieur Tahirou Barry. Docteur Doti, vous avez la parole. 1 minute, hein, je rappelle. Tout d'abord, je dirais, nous sommes dans la constitution d'un État. La décolonisation est arrivée en 1960. Ça fait pratiquement 65 ans que le pays est indépendant, enfin décolonisé. Mais la constitution d'un État prend du temps. Les États européens qu'on regarde aujourd'hui, il y a plus de 800 ans de travaux pour la construction de cet État. Nous sommes à 65 ans.
ne faut pas oublier la longue durée. Et aussi, les textes. Pour construire un État, il faut les textes qui répondent. Les lois votées là, mais c'est les copies de l'extérieur. Est-ce qu'on a essayé de regrouper toutes les coutumes de nos différentes sociétés pour élaborer des lois? Jamais. Donc, une loi votée, 3 ans, 4 ans après, il faut revenir là-dessus. Mais la lutte contre la corruption, il faudrait analyser toutes les coutumes. Quelles sont les pratiques qui empêchent l'être humain de commettre telle ou telle faute? Pas seulement l'argent. Mais il y a plusieurs pratiques qui sont là aujourd'hui. Même la circulation foncière. Comment arrêter cela? Mais c'est tout un travail. Donc créer des hommes de foi en regardant dans la longue durée ce que je pose comme acte aujourd'hui. Dans 5000 ans, qu'est-ce que ça va apporter à ceux qui seront là en ce moment? C'est la longue durée. Donc en ce moment, ce n'est plus les intérêts individuels qui préoccupent, c'est la vie des générations futures. Vous voyez le Burkina Faso aujourd'hui, moi j'ai dit dans 500 ans, nous serons dans nos tombes, mais nous serons dans l'enfer. Parce que ce qu'on en faisait comme acte détruit le quotidien de ceux qui seront là dans 500 ans. Les cours d'eau sont en train de tarir, toutes les forêts sacrées sont déblayées, etc. D'accord. Ah ben, voilà. Merci beaucoup, docteur. Professeur, avec vous, le mot de fin, on est d'accord, hein, en 1h30, on ne peut pas finir avec toute la question, mais pour la fin, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je vais peut-être inquiéter mon ami Tahirou Barry en lui disant que la corruption, c'est un peu comme la poussière qui envahit tous les maillons de la société, même la culture. Et j'en veux simplement pour preuve les aveux de certaines artistes féminines qui disent pour leur promotion, quelquefois on leur demande de passer au canapé. Ça existe même au Burkina, pour pouvoir produire le CD, pour pouvoir être sponsorisé, pour pouvoir passer dans un spectacle. Quelquefois on leur demande la promotion canapé. Donc c'est vous dire que vraiment, ça existe partout. Là, on pourra parler de sexisme, mais c'est de la corruption. C'est ça. Voilà. Donc je dis, pour vraiment combattre ça, il faut que les autorités elles-mêmes mouillent le maillot, donnent l'exemple. Et je ne dirais pas d'aller comme on fait en Chine, où les corrupteurs sont placés sur la place publique et fusillés. Mais même si c'est un semblant de fusillade, des corrompus les plus en vue, faisons-le pour l'histoire. Même si ça balle blanc, on va tirer, ça va faire peur à certaines personnes et puis on va arrêter. Merci bien, professeur. Alors, Monsieur Ouedraogo, avec vous, le mot de fin en 1 minute. Hein. D'accord. Merci, Monsieur Nana. Je voudrais, au nom de Monsieur le contrôleur général d'État adjoint, qui assure l'intérim du contrôleur général d'État, vous remercier tous les panélistes pour la qualité effectivement des échanges menés sur ce plateau, effectivement pour les idées également qui ont été produites, pour aider au niveau de la SELC également à faire le plaidoyer, voilà, pour l'adoption des textes et tout, j'allais dire, la lutte contre la corruption dans toutes ses dimensions, parce qu'elle est vraiment multisectorielle. Et on dit toujours que le premier pas vers la lutte, vers la corruption, là, c'est déjà le fait de reconnaître qu'elle existe. C'est le premier pas, parce que le déni de corruption empêche de lutter contre la corruption. Quand vous entendez quelqu'un qui dit que non, qui estime qu'il n'est pas corrompu ou qu'il n'y a pas de corruption autour de lui, c'est que la personne ne veut pas lutter contre la corruption. Donc le déni de corruption, là déjà, je pense qu'avec ça, on est déjà en train de franchir cette étape. Il reste maintenant effectivement à aller avec tous les instruments, comme je dis, juridiques, culturels et autres, etc., pour permettre d'éradiquer, en tout cas, de réduire la corruption à sa plus simple expression. Et pour reprendre effectivement, comme un pasteur l'a dit, avoir à éduquer les enfants pour ne pas avoir à punir les adultes. Je vous remercie. C'est noté. Monsieur Ouedraogo Roland, magistrat conseiller juridique, qui parlait au nom de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, qui, dans sa dynamique de prévention contre ce mal qui détruit notre société, a organisé ce rendez-vous qui a vu la participation d'imminentes personnalités, des personnes ressources. Monsieur le professeur Albert Ouedraogo
Professeur de littérature africaine, secrétaire général du Racine, également ancien ministre. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Monsieur Tahirou Barry, ancien ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, merci également à vous pour vos différents apports. Et docteur Sanou Doti Bruno, enseignant-chercheur, coordonnateur du Centre africain de recherche pour la pratique culturelle du développement, en abrégé CAD. Avec vous, nous avons parlé, n'est-ce pas, de ces valeurs culturelles, réalité et perspective, avec la participation des médias partenaires sous le leadership de la SCLC. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Comme nous voulons construire une société qui puisse durer dans le temps, tâchons de ne pas faire les choses seuls, car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe, et celui qui pense que sans lui, les autres ne pourront rien faire, se trompe davantage. Au revoir et à très vite.